L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78. Ce soir nous sommes au salon de l'agriculture. Je recevrai en deuxième partie d'émission Guy Cronier, président délégué en charge des questions agricoles au sein du conseil départemental de l'Essonne. Mais d'abord, on parle des Yvelines avec Pauline Vinocourt-Lefebvre. L'hebdo politique. Bonjour Pauline Vinocourt-Lefebvre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, déléguée à la ruralité, l'agriculture, l'alimentation et les circuits courts. Alors dans les Yvelines, les terres agricoles représentent 39% de la surface du territoire. Ce n'est donc pas rien, même si quand on pense au département francilien, on pense plutôt à la ville et à l'urbanisation. Les Yvelines sont pourtant malgré tout une terre agricole. Un territoire rural et donc agricole, puisque la ruralité doit la qualité de ses paysages à l'activité agricole qui les façonne. Alors le département des Yvelines, c'est le deuxième département agricole en Île-de-France, derrière la Seine-et-Marne. Qu'est-ce qu'on produit dans les Yvelines ? Quels sont les produits locaux Les Yvelines sont essentiellement un département céréalier, donc céréales et oléoprotéagineux, avec une diversification de plus en plus importante, soit sur des projets de transformation de céréales en pain, en pâte, soit sur de la vente directe de légumineuses et également du maraîchage et un peu d'élevage, mais on est quand même pas un département d'élevage. Ça représente, pour l'économie du département, ça représente une part importante, l'agriculture ? Une part importante pour l'économie et pour, comme on le disait tout à l'heure, la qualité des paysages. En fait, toute la partie ouest, sud et nord des Yvelines est complètement façonnée par l'agriculture. Les paysages de Vallée de Seine par l'empreinte du maraîchage, de l'arboriculture, qui sont moins importantes qu'elles ne l'étaient autrefois, mais qui se réimplantent petit à petit. Et donc c'est vraiment, le territoire est profondément marqué par l'agriculture. Alors là, nous sommes au salon de l'agriculture. C'est chaque année un moment important pour le monde agricole et pour vous, en tant que vice-présidente en charge des questions liées à l'agriculture. Est-ce que chaque année c'est la même chose ou il y a des différences ou comment ça se passe ? Alors chaque année c'est le même grand rendez-vous de tous les acteurs du monde agricole, mais selon les années les préoccupations peuvent varier. Alors en fonction de la situation géopolitique par exemple, je pense notamment à la crise en Ukraine l'année dernière qui était un grand sujet d'inquiétude. Cette année, je sais qu'une des grosses inquiétudes, c'est le sort de la betterave, puisque l'Europe vient d'interdire les dérogations pour les néonicotinoïdes et ça met en péril la production de betterave et donc toute la filière qui est hyper importante en France. Voilà, donc chaque année, les préoccupations changent, mais ce qui je dirais m'attriste, c'est que chaque année, il y a de grosses sources d'inquiétude, tant l'agriculture rencontre des obstacles de toutes sortes et chaque année on a l'impression qu'il y en a un nouveau. Alors nous sommes sur le stand Yvelines Hauts-de-Seine. Ça fait depuis quelques années maintenant que les deux départements partagent un stand en commun, sont très complémentaires d'un point de vue agricole. Pourquoi un stand en commun au salon de l'agriculture ? À quoi ça sert ? C'est toujours dans l'optique, on sait, ce projet de fusion dans les années à venir. Alors oui, un stand en commun parce qu'il y a eu un projet de fusion et il y a toujours des rapprochements entre les services départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Après, pour ce qui est de la complémentarité entre nos deux départements, si je schématise à outrance, on produit, il consomme. Alors on consomme aussi dans les Yvelines, mais nous on a les terres, on a le foncier agricole et les Hauts-de-Seine, mais comme le bassin parisien, ont les consommateurs en face. Donc des ponts possibles, notamment quand on travaille sur des logiques de circuits courts. Yvelines Hauts-de-Seine, on reste quand même relativement proche des ponts possibles entre nos deux départements et des débouchés possibles pour nos producteurs. Parce que tout cela représente presque 3 millions de personnes, ça fait un marché potentiel. Des ventres à nourrir, c'est ça.
Alors le salon de l'agriculture, c'est aussi l'occasion pour les exploitants de montrer à tout le monde leurs produits et aussi de discuter. Pour les politiques, les syndicats, c'est aussi l'occasion de faire le point, vous l'avez dit aussi, sur les problématiques du secteur. Alors cette année, le thème du salon, l'année dernière c'était les retrouvailles après le Covid, cette année c'est l'agriculture, le vivant au quotidien. Qu'est-ce que ça vous inspire ce thème ? Le vivant, l'agriculture nous nourrit, quoi, il nous fait vivre. Je suppose que c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, il y a sans doute pas mal d'interprétations possibles. Je pense qu'un éleveur n'aura sûrement pas la même analyse que moi. Le vivant, c'est aussi l'élevage et les animaux qu'on élève. C'est toujours important de rapprocher les agriculteurs des citoyens. C'est, je pense, d'autant plus important dans des campagnes comme les nôtres dans les Yvelines qui sont de plus en plus périurbaines ou en tout cas avec de plus en plus d'habitants qui viennent des villes dans les campagnes avec une vision de la campagne qui est pas toujours la bonne. Avec l'évolution du mode de vie, les gens qui vont des exigences alors soit des exigences d'urbain à la campagne, soit une vision de la campagne comme un havre de calme, de paix et surtout sans bruit de tracteur, sans bruit de coq et surtout sans hangar agricole ou poulailler à proximité. Or, on ne va pas consommer local si on n'a pas les outils pour produire local. Avant de consommer, on produit ce qu'on consomme. Alors l'agriculture, en tout cas, elle illustre bien le millefeuille administratif français. Tout en haut, il y a l'Union européenne, donc qui s'occupe de la PAC, la politique agricole commune. Il y a aussi l'État qui doit établir maintenant, désormais, avec la Commission européenne, un plan de stratégie nationale. Puis les régions qui gèrent les fonds européens pour le développement rural. Vient ensuite vous, avec le département. Quelles sont les compétences que vous avez en matière agricole pour qu'on y comprenne un peu mieux ? Alors en vrai, vous n'allez pas comprendre mieux parce qu'en réalité, on n'a aucune compétence obligatoire en la matière, mais dans les Yvelines, on a la possibilité de le faire et donc nous nous en saisissons, notamment pour aider les agriculteurs à porter un certain nombre d'investissements et les accompagner face aux catastrophes climatiques, entre autres, et sur un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes en train de réfléchir à nouveau puisqu'on a lancé les assises de l'alimentation et qu'un des objectifs, c'est de revoir là où c'est nécessaire notre politique agricole. Donc pas une compétence directe, mais pourtant il y a de l'argent investi dans le secteur agricole. Le budget 2023 sur l'année, c'est combien à peu près ? On est à 800 000 € par an. Sur l'agriculture. Donc le département, vous l'avez dit, a lancé les assises de l'alimentation. Alors l'idée, c'est de tendre à l'autosuffisance alimentaire. Alors c'était un très gros défi, ça paraît un peu compliqué. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre, en tout cas pour tendre à cette autosuffisance ? Alors je ne sais pas si on y arrivera sur toutes les productions et sur si on arrivera à couvrir tous les besoins. Toujours est-il que dans un premier temps, on va réunir les acteurs du monde agricole, les acteurs des filières, de la transformation et voir quels sont les points de blocage et quels sont les leviers que nous pourrions mettre en place. Qu'est-ce qui est ressorti du coup de ces assises ? Pour l'instant, ça vient d'être lancé, donc on n'a pas commencé à travailler, les groupes de travail ne se sont pas réunis. Donc je pourrais vous dire ce qu'il en ressort au mois de mai quand nous les restituerons. Et au mois de mai, j'espère qu'il en sortira un certain nombre de mesures concrètes, mais également des pistes pour l'avenir et des choses le délai est quand même assez court. Donc je pense que tout ne sera pas abouti d'ici le mois de mai. Alors on parle beaucoup cette année, vu le contexte géopolitique, de souveraineté alimentaire. Alors ne plus dépendre des autres pour se nourrir, c'est un peu la logique des circuits courts avec le département. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui les circuits courts ? Il y a une véritable demande, on le sait. Alors ça fonctionne oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable engouement pendant le Covid et le confinement où les gens se sont tournés en masse vers les ventes directes, les points de vente directs. Aujourd'hui, ce que nous disent beaucoup d'exploitants ou de transformateurs, c'est que leur niveau a baissé et il est plus bas qu'avant le Covid. Ce qui pose quand même question sur les changements d'habitude des consommateurs qui peut-être veulent aller au plus près ou au plus rapide ou peut-être y a-t-il aussi une question de coût de ces produits. Donc tous ces sujets-là vont aussi être discutés au cours de nos assises de l'alimentation pour voir quels sont les points de blocage, quels sont les leviers possibles, est-ce que les produits locaux ne sont pas assez facilement accessibles, ne sont pas assez regroupés,
sont pas assez identifiés. Voilà, ce sont ces questions-là dont on va aussi discuter pour voir comment on peut aider ces produits à être plus visibles et plus consommés. Parce que c'est ça, puisque un agriculteur qui consomme en circuit court, il faut que ce soit rentable pour lui, il faut que le marché soit assez important. Je pense que c'est toujours rentable pour l'agriculteur quand il transforme, parce qu'il valorise son projet et il le vend plus cher que quand avec de la céréale on fait du pain, avec du blé en l'occurrence on fait du pain, on la transforme et on vend le pain plus cher que la farine. Mais maintenant il faut avoir les débouchés et les clients. Alors là où le département peut être un levier, c'est que nous, une de nos compétences obligatoires pour le coup, ce sont les cantines des collèges et ça peut être un effet levier alors d'abord pour faire adhérer d'autres types de restauration scolaire que celle des collèges et pour offrir des débouchés à nos agriculteurs. Mais ça ne suffira pas. Alors un autre défi aussi en ce moment du monde agricole, c'est de renouveler les générations. Agriculteur, ça reste un métier très traditionnel. Comment on fait pour donner envie aux jeunes générations de se lancer dedans ? Alors ça, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que, et vous me pardonnerez l'expression un peu triviale, peut-être que la première chose à faire, c'est d'arrêter d'emmerder les agriculteurs et de leur tirer dessus à boulet rouge, quelles que soient les pratiques et les innovations qu'ils mettent en place. Et puis dire que c'est un beau métier, c'est peut-être un peu simpliste, mais c'est un métier technique, innovant, avec des connexions avec la science et la recherche hyper intéressantes. Ça va mettre l'accent sur les innovations, sur les fermes connectées aussi qui se déploient. En fait, je m'aperçois que ça peut, sans doute plus qu'autrefois, intéresser et toucher des profils beaucoup plus divers peut-être. Mais après je fais confiance aux gens du métier pour donner envie d'exercer leur métier. Puis il y a les lycées agricoles et aussi aux qui ont établissements agricoles, un rôle à jouer absolument, les dans établissements de formation sans doute, mais c'est évident qu'il va falloir qu'il y ait un certain nombre de fermes qui vont devoir être reprises dans les années à venir, faute de quoi, soit elles fermeront, soit elles seront reprises par des grands groupes. Ça peut être, ce sera sans doute d'ailleurs l'enjeu de salons de l'agriculture à venir. Ça reste un métier d'avenir, l'agriculture pour le... Il faut, c'est indispensable. Enfin, sinon, la question de la souveraineté alimentaire, elle est quand même au cœur du sujet. Et ça, pour le coup, c'est chaque année au Salon de l'Agriculteur, c'est heureusement un sujet récurrent. Mais évidemment que c'est un métier d'avenir. On ne saurait s'en passer d'abord parce qu'il y a l'enjeu de notre souveraineté alimentaire, et ensuite parce que le pays dans lequel on vit, alors pas à la porte de Versailles, mais le pays dans lequel on vit est façonné par l'agriculture. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'élevage, on n'a plus les paysages qu'on connaît. On n'a plus de céréales, on n'a plus les plaines yvelinoises qu'on connaît. Et en ça, c'est un enjeu d'aménagement du territoire majeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Pauline Vinocourt-Lefebvre d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, déléguée à l'alimentation, l'agriculture et les circuits courts. L'hebdo politique. Bonjour Guy Cronier. Bonjour. Vous êtes président délégué à la ruralité, l'agriculture et l'alimentation au sein du conseil départemental de l'Essonne, un département peu connu pour sa ruralité, mais tout de même l'agriculture compose 45% du territoire essonnien avec plus de 700 exploitations. Alors qu'est-ce que l'on produit en Essonne ? De nombreuses choses. C'est vrai que, contrairement aux idées reçues, vous l'avez dit, le département de l'Essonne est rural et la première activité de la ruralité, c'est l'agriculture. Et donc, on occupe une grande majorité de l'espace. Moi, je dis toujours que l'agriculture est la garante des territoires, puisque tant qu'il y aura des agriculteurs, il y aura de la nature, il y aura de la campagne. Et donc, c'est déjà un terme fort d'être garant de territoire. Ensuite, on a un certain nombre d'exploitations agricoles, donc de chefs d'entreprise d'abord, mais aussi de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, formés, et puis qui donnent au territoire justement toute sa valeur au niveau de développement économique, mais aussi de l'environnement. Alors donc les productions, elles sont nombreuses. C'est d'abord les grandes cultures, mais c'est aussi beaucoup de cultures spécialisées et des filières, peut-être d'anciennes filières qui reviennent, et puis d'autres qui émergent.
Principalement donc des céréales, mais il y a aussi de la diversification, on va en reparler plus tard. L'agriculture doit aussi se moderniser. En Essonne, il y a 2 fermes connectées, à Boigneville et à Boutigny-sur-Essonne. Oui. Alors à quoi ressemble une ferme connectée et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors les fermes connectées, la première, historiquement c'est celle de Boigneville, donc qui est gérée par Arvalis. Donc c'est une ferme gérée avec des fonds de l'État, hein, mais c'est une ferme expérimentale et de recherche. Alors de recherche à la fois sur le végétal, mais aussi sur les méthodes qu'on peut appliquer pour justement faire pousser nos plantes avec soit en méthode biologique, soit en méthode de conservation des sols, ou soit en conventionnel. Donc c'est un soutien pour les producteurs pour faire des choix de variétés, mais aussi pour faire des choix de méthodes ou alternatives par rapport au désherbage, par exemple. Et puis la deuxième ferme à Boutigny, alors c'est la Chambre d'agriculture qui est plus ancrée sur ce dispositif, et ils ont choisi des jeunes agriculteurs très dynamiques et très à la pointe du modernisme, justement pour développer tous les outils connectés. Alors on travaille beaucoup avec les satellites, on travaille beaucoup avec des robots. Alors que ce soit sur Arvalis ou sur celle de Boutigny, Boigneville ou Boutigny, très sud-Essonne, sont vraiment des pépites et puis des laboratoires pour l'avenir. Comme quoi, ruralité rime aussi avec modernité. Et puis on connaît aussi une augmentation de l'agriculture biologique en Essonne, notamment durant les années avant le Covid. Est-ce que le développement de cette agriculture va se poursuivre dans les années à venir? Est-ce que c'est la volonté, en tout cas, de l'équipe départementale? Alors bien entendu, ça fait partie aussi un petit peu des objectifs qu'on s'était fixés. Il est vrai que l'agriculture biologique, l'Essonne a été un des départements, je vous l'avais dit juste avant Covid, qui a le plus converti de terres agricoles du conventionnel en biologique. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une petite, il y a un petit problème au niveau du pouvoir d'achat forcément, et comme c'est des produits qui normalement coûtent un peu plus cher, il faut que le marché, que les débouchés puissent suivre derrière. Les consommateurs font des choix. Alors, il se trouve aussi que l'agriculture qui n'est pas biologique est vertueuse aussi et respectueuse de l'environnement. Donc, d'accord, il n'y a pas l'appellation agriculture bio, mais il y a une appellation d'agriculture à haute valeur environnementale. Enfin, je veux dire que les agriculteurs s'adaptent aussi à ce que le consommateur veut. Le consommateur veut quelque chose de sain et quelque chose de proche. Donc là aussi, forcément, alors en réalité, ça peut mettre en concurrence les producteurs sur place, mais on est là justement, nous aussi, pour essayer d'harmoniser toutes ces filières. Alors la grande spécialité en Essonne, c'est le cresson. Le département en produit près de 40% de la production nationale. Comment est-ce que l'on peut faire pour valoriser au maximum ce produit made in Essonne? Alors donc oui, le cresson essonnien est mondialement connu, puisqu'on a des producteurs qui vendent même en Angleterre. Et donc le sud-Essonne, la région de Méréville, enfin les vallées de la Juine, les vallées de l'École et les vallées de l'Essonne sont vraiment là où il y a le plus de créciculteurs en France. En France. Et justement, on est en train de travailler avec le local, les intercos locales, le PNR du Gâtinais et le département à créer une IGP du cresson, IGP cresson de Méréville, mais qui bénéficiera à toute la filière. Et puis au niveau Île-de-France, il y a aussi cette marque qui a été lancée par le Conseil régional, produit en Île-de-France. Ça aide aussi les produits essonniens. Bien entendu, on fait tous partie de cette même dynamique. Et si vous voulez, c'est un peu les poupées russes. Hein. Donc le local qui s'inscrit dans le départemental, puis dans le régional. Et donc on a la chance aussi en Île-de-France d'avoir ce bassin de consommateurs. Et qui justement offre énormément de débouchés aux agriculteurs. 13 millions de consommateurs à portée de la main. Toutes les régions n'ont pas cette chance-là. Et donc à nous de trouver les bonnes passerelles justement pour que on valorise à la fois des métiers, des produits et tout un territoire.
Alors la diversification agricole aussi, c'est important pour les agriculteurs et pour les territoires. 4 agriculteurs essonniens avec 2 collègues yvelinois souhaitent relancer la filière viticole en Île-de-France. Un renouveau car la filière existait déjà il y a des siècles, mais elle s'était arrêtée. Les premières dégustations pourraient arriver au printemps. Vous encouragez, vous, cette initiative, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a un groupe d'agriculteurs justement sud-essoniens et sud-yvelinois qui se sont regroupés en CUMA pour essayer de relancer cette filière. Alors, la filière viticole, c'est plusieurs métiers, hein. On fait du raisin et puis après, il faut faire le vin. Donc, ça redemande un vrai apprentissage, mais souvent, ce sont des jeunes qui se lancent, mais avec l'aide de leurs parents, parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre aussi. En tout cas, c'est plutôt voilà, une filière ancestrale qui revient sur le territoire, donc comme le chanvre l'était aussi, hein, c'était une filière ancestrale qui arrive à ressurgir sur le territoire, donc c'est plutôt de bon augure. Bien entendu, le département est là pour accompagner ces nouvelles filières, pour essayer la région fait beaucoup, le département vient en complément pour l'équipement de matériel spécifique, pour essayer aussi aider à la formation. Donc voilà, ça fait partie aussi de nos labels. Alors justement, pour y comprendre un petit peu sur qui fait quoi entre la région, le département, l'État, l'agriculture, donc c'est la compétence des régions principalement avec les fonds européens pour le développement de l'agriculture et le développement rural, le fonds FEDER. Vous au département, est-ce que via la région vous pouvez disposer un peu de ces fonds? Quelles sont vos compétences finalement en matière d'agriculture? Alors en fait, oui. On se cale beaucoup sur ce que la région fait dans ses politiques agricoles et on essaye d'être soit complémentaire, soit en interface pour accompagner les développements des filières, mais aussi le développement des méthodes. Donc l'alternative par exemple aux produits chimiques, des herbages chimiques, eh bien, on aide aussi à l'acquisition de matériel des herbages mécaniques. Ça va être dans l'aide à l'investissement, voilà, l'aide à l'investissement. Dans l'aide, par exemple, il y a une urgence, il y a une crise. Alors ça c'est plus secteur. Alors nous, département, on n'a pas le droit de faire du développement économique, donc on agit surtout sur le secteur aménagement local. Donc nos agriculteurs sont des aménageurs du territoire, hein, donc par ce biais-là, on peut les aider, mais on a aussi, pour revenir au fonds européen, on accompagne aussi les programmes leaders que certains territoires ont réussi à développer. Je pense notamment au plateau de Saclay ou au PNR du Gâtinais, où là, le département de l'Essonne abonde les fonds, puisqu'il faut un cofinancement local, et donc dans sa politique agricole, il y a des fonds sont dédiés pour accompagner les projets, les porteurs de projets, dans le développement des filières, la diversification, l'aide à la vente directe par exemple. Alors les circuits courts ont aussi le vent en poupe ces dernières années, c'est un peu la nouvelle mode en matière de consommation. Et il y a ce projet donc au département de l'Essonne de légumerie départementale. Oui. L'objectif, approvisionner les cantines scolaires, notamment des collèges du département et des 7 EHPAD départementaux en produits frais et bio. Alors on tablait sur une ouverture en 2023. Est-ce que c'est toujours le cas ou le projet va prendre un petit peu plus de retard? 2023, ça va être la concrétisation de notre projet de légumerie départementale. Je pense pas qu'on y verra plus clair en 2024. On est encore en phase d'élaboration. Par contre, on s'aperçoit aussi que c'est dommage de faire une structure que pour nos collèges. Donc, on ouvre le champ aussi aux autres collectivités qui ont des restaurations collectives notamment les cantines en école primaire. Donc, on est en train de créer la structure juridique qui va encadrer la légumerie et on s'oriente vers une SPL, une société publique locale, dans laquelle les collectivités seront aussi actionnaires. Donc ça sécurisera un petit peu l'ensemble aussi, et puis aussi il faut ce partenariat aussi avec les producteurs, il faut aussi qu'on se sécurise à ce niveau-là. Et donc là il y a un gros travail de fait avec la Chambre d'agriculture pour que
par exemple, un céréalier emboîte le pas sur du légume de plein champ pour pouvoir approvisionner la légumerie. Alors Or, on parlait tout à l'heure de diversification alimentaire. En Essonne, on produit principalement des céréales encore. Encore peu de cultures maraîchères. Il va falloir les développer si on veut justement approvisionner ces cantines scolaires. Comment ça va se passer du coup? Du coup, vous savez, le monde agricole sait s'adapter rapidement. On va avoir de plus en plus de fermes maraîchères en Essonne dans les prochaines années. Oui, alors je pense que les maraîchers qui sont déjà sur le circuit ont déjà une clientèle ou en marché de plein vent ou en AMAP. Donc je pense que ça ne les intéresse pas forcément d'alimenter une légumerie. On va je pense avoir plus de légumes qui viendront d'une diversification de légumes de plein champ. Donc ça sécurise aussi les quantités. Malgré tout, voilà, ça va aussi élargir le champ du possible au niveau de la diversification des produits, puisqu'on va aussi aller sur du légume sec, où il n'y a pas beaucoup de légumes secs en Essonne. Alors, c'est pareil, il faut aussi que ça une montée en charge progressive de tout ça. Au départ, on aura une fourniture de légumes très basique, mais le panier va s'élargir au fil du temps. Et puis avec aussi une volonté de derrière répondre à la saisonnalité, puisque bizarrement, les tomates, par exemple, elles arrivent à maturité quand les écoles sont fermées. Donc il faut trouver le bon système aussi. Donc on réfléchit à ultérieurement faire une mise la chaîne du froid et puis la surgélation et pourquoi pas une conserverie. Mais on suivra ce projet. Merci beaucoup Guy Cronier. Je vous en prie. D'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président délégué à la ruralité et à l'agriculture au sein du conseil départemental de l'Essonne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation et sur TV78. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.